Dans l'actualité du 13h15, le gouvernement Thiéba enfin dévoilé 29 ministres de nouveaux visages pour le grand public, mais aussi des visages connus. Simon Compaoré, nommé ministre d'État, mais aussi il a la charge de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure. Dès le début de ce journal, la composition du nouveau gouvernement et le décryptage du rédacteur en chef de la télévision du Burkina, Simon Gongo. Et puis une nouvelle équipe qui doit se mettre au travail sans relâche. On l'attend surtout sur le terrain du développement. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement, par exemple. La pénurie d'eau est un calvaire pour les habitants des quartiers périphériques de Ouagadougou, surtout les femmes commises à la corvée eau. À Taptenga, de nombreuses bornes fontaines réalisées par l'ONEA ne fonctionnent pas. Constat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Très attendu, le gouvernement Thiéba est enfin là. Une équipe de 29 membres, dont 7 femmes. Voici donc la composition de l'équipe Thiéba. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Simon Compaoré. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Bari. Ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux, M. Bessono René Bagoro. Ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Mme Rosine Koulibaly Nessori. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, M. Clément Ampegmende Sawadogo. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Filiga Michel Sawadogo. Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, M. Jean-Martin Koulibaly. Ministre de la Santé, M. Smaïl Ouedraogo. Ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouedraogo. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Nuga Ambroise Ouedraogo. Ministre des Infrastructures, M. Éric Bougouma. Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Alpha Oumar Dissa. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Souleymane Soulama. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Stéphane Sanou. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Soumanogo Koutou. Ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Mme Aminata Sana. Ministre de la Jeunesse, de la Fonction, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, M. Jean-Claude Bouda. Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Mme Laure Zongo. Ministre de la Communication et de la Relation avec le Parlement, M. Rémi Fulgence Dandinou. Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Dieudonné Bonané. Ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, M. Nestor Bassio. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Taïrou Bari. Ministre des Sports et des Loisirs, M. Taïrou Bangré. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, chargé du budget, Mme Edith Clémence Yaka. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'étranger, chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Rita Solange Agnenokoun Né Bogoré. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, chargé des affaires sociales des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion, Mme Yvette Dambélé. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, chargé de l'aménagement du territoire, Mme Pauline Zouré. Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, chargé de la décentralisation, M. Alfred Gouba. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Urbain Koulidiati. Simon Gongo, je le disais tantôt, vous êtes le rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour, Fousseni Kindo. Merci de nous rejoindre ici. Vous venez de suivre la composition du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut en tirer?
Écoutez, Fousseni Kindo, la toute première observation, c'est l'absence des militaires. C'est la grande particularité de ce gouvernement Kaba. Ce gouvernement n'a pas du tout d'homme en treillis. Et la raison, vous le savez, les postes habituels dévolus à ces militaires, c'est notamment la sécurité, la défense, le sport. Aujourd'hui, lorsque vous avez fait la lecture tout à l'heure, vous remarquerez que tous sont des civils. Et puis, souvenez-vous qu'après le coup d'État manqué du 16 septembre dernier, la revendication principale des populations, c'était que les militaires se retirent définitivement de la politique et se retournent dans les casernes. Et on constate aussi que le président du Faso n'a pas lâché le ministère de la Défense. Oui, c'est devenu une habitude depuis 5 ans. En avril 2011, le président Compaoré s'octroie le ministère de la Défense après une mutinerie qui a failli ébranler son pouvoir. Il ne quittera pas ce poste jusqu'en octobre 2014. Et puis Michel Kafando, qui lui succède, prend aussi le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale qu'il quitte pour devenir aussi ministre de la Défense et de la Sécurité. Et après lui, aujourd'hui, Rochmar Christian Kaboré s'octroie aussi le ministère de la Défense et des anciens combattants, peut-être pour pouvoir suivre de près les réformes annoncées dans son programme, suivre donc ces réformes-là de près. Et en parlant de genre, qu'est-ce qu'on peut dire sur la représentation des femmes dans ce nouveau gouvernement? Vous l'avez dit en début de lecture, il y a 7 femmes exactement dans ce gouvernement sur 29. Et ça fait exactement 24% des 29 ministres. C'est moins que les 36% par exemple de jeunes représentés dans ce gouvernement. Mais rassurez-vous, le Premier ministre qui était en conférence de presse tout à l'heure a dit qu'il avait voulu élever ce taux à 30%, mais malheureusement dit avoir été confronté à des manques de vocation au niveau de la plupart des femmes qui ont été consultées. Mais Fousseni Kindo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les défenseurs de la cause féminine peuvent se réjouir parce que pour la première fois, les femmes occupent le ministère de l'économie et des finances. Les deux postes qui sont réservés à ces ministères-là sont occupés par donc des femmes, c'est un couplet gagnant. Oui, et en dehors des femmes, il y a aussi des hommes. Et donc, de façon globale, quelle est la coloration politique même de cette nouvelle équipe? Alors, la coloration politique, vous allez retrouver naturellement le MPP. Vous allez retrouver dans ce gouvernement le premier allié qui est l'UNIR PS. Ensuite, vous avez le parent de Tahirou Bari qui prend le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vous avez le NTD aussi avec Souleymane qui était ancien maire de Banfora. Donc, mais selon le Premier ministre, c'est une équipe, il n'y a pas de considération politique. Et puis, n'oublions pas la société civile avec René Bagoro du Balai Citoyen. Oui, et on a aussi des surprises dans tout cela. On a des surprises, oui, Fousseni Kindo. Souvenez-vous qu'au premier moment, on avait annoncé Alpha Bari au niveau du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Aujourd'hui, il se retrouve pratiquement numéro 3 du gouvernement, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Ensuite, le poste qui lui était destiné, selon la rumeur colportée par les journalistes, c'était beaucoup plus le ministère de la Communication. Aujourd'hui, ce ministère est occupé par aussi un novice, Rémi Fulgence Diandinou. Et puis, il y a un enseignant de l'université, Tahirou Bangré, qui prend les sports et loisirs. Sans oublier Rosine Koulibaly. Bien sûr, qui était annoncé par les journalistes là encore, Premier ministre et aujourd'hui, qui prend donc le ministère de l'économie et des finances. Donc, Fousseni Kindo, voici globalement ce qu'on pouvait dire de ce gouvernement comme première impression à tirer après donc l'annonce. Voilà, merci à vous, Simon Gongo, pour toutes ces informations. Le Premier ministre a d'ailleurs rencontré ce matin la presse pour expliquer les orientations qui ont présidé à la formation de son gouvernement. Paul Kaba Tieba évoque un gouvernement de patriotes et de combat pour répondre aux immenses attentes du peuple burkinabé. Nous vous proposons ici un extrait de son intervention. Ce sont des propos recueillis par Mathias Drabou et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Tous les membres de la classe politique sont interpellés. On ne peut plus gouverner de façon comme avant. Pourquoi? Parce que simplement, les sacrifices qui ont été consentis, on doit capitaliser sur ces sacrifices-là pour bâtir un Burkina nouveau, en luttant
contre la corruption, en luttant contre l'impunité, en luttant contre les inégalités et en faisant en sorte que la bonne gouvernance soit désormais au cœur de l'action politique. J'ai eu des contacts avec toutes les formations politiques qui ont participé à la lutte, les formations politiques qui ont participé à l'insurrection populaire, à la résistance contre la tentative de coup d'État, et également avec les partis majoritaires et tous les autres partis pour essayer de former un gouvernement sur la base des engagements pris par le président Roch-Marc Christian Kaboré vis-à-vis du peuple burkinabé. Les orientations qui ont présidé à la formation de ce gouvernement, je vais vous les citer. C'est d'abord le patriotisme. C'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement d'engagement. Pourquoi? Parce que, compte tenu des sacrifices qui ont été consentis par notre jeunesse, par notre peuple, il revient aujourd'hui de relever le défi. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Paul Kaba Tiba, le chef du gouvernement burkinabé. Réaction des citoyens sur la formation de cette équipe. Les Bobolais apprécient et formulent des attentes. On les écoute au micro de Ali Traoré. La nouvelle tombée, les commentaires vont bon train dans les kiosques et autres lieux de rencontre ici à Bobo-Dioulasso. Même si les Bobolais découvrent pour la première fois la plupart des membres du nouveau gouvernement, les attentes ne se font pas attendre. C'est pas Simon Compaoré et puis Alpha Barry, je les connais. À part les autres là, bon, même notre premier ministre là, bon, c'est ma première fois d'attendre son nom, mais on ne sait pas de quoi il est capable. Mais on compte sur lui. Comme il est de Bobo aussi, bon, on pense qu'il va vraiment songer à notre côté. On veut les changements. Nous sommes des opérateurs. On demande que Dieu les fasse bon vent avec le nouveau gouvernement. Tout en prodiguant ses bénédictions, les habitants de la cité de Sia invitent le nouveau gouvernement à se mettre vite au travail. Ils attirent par ailleurs son attention sur la situation de Bobo-Dioulasso qui a longtemps été dans les oubliettes. À Bobo ici vraiment on les regarde, hein. On les regarde, ils n'ont qu'à venir travailler ici. On est délaissé ici pendant plus de 27 ans. On n'a pas de voie ici, les usines sont fermées. Il y a beaucoup de problèmes à Bobo ici à résoudre. Donc ils n'ont qu'à tout faire pour venir regarder ici. Nous aussi on est assis, on les regarde. Ce qu'ils ont dit au moment des campagnes là, tout le monde a entendu, tout le monde sait ce qu'il y a, tout le monde savait aussi ce qu'il y avait, donc on les attend. Il y a des jeunes diplômés au Burkina Faso, mais il n'y a pas de travail. Même si tout le monde ne peut pas s'insérer dans la fonction publique, ils n'ont qu'à amener des projets. Là, nous tous, on va bénéficier du nouveau développement de notre cher Burkina Faso. Ce développement passe également par la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, nous a confié plus d'un Bobolais. Ils espèrent que ce gouvernement répondra favorablement aux aspirations du peuple burkinabé. Et puis le président du Faso vient de recevoir ce matin l'ambassadeur de l'Inde au Burkina Faso avec résidence au Ghana. L'Inde qui compte investir au Burkina dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de l'énergie. À sa sortie d'audience, le diplomate indien s'est confié à Draman Guéné. À la demande du président du Faso, l'Inde, à travers son ambassadeur, se propose d'accompagner le Burkina au sein d'une nouvelle dynamique de coopération. Une coopération indo-burkinabé qui va s'intéresser beaucoup plus au domaine de l'éducation, de l'énergie et de l'agriculture. Le 29 novembre dernier, l'Inde a organisé un forum India-Africa et dans ça, il y a 10 milliards de dollars de financement qui a été annoncé pour l'Afrique complète. Dans les secteurs d'activité que le président de Faso a posé l'importance, il est sûr qu'on peut présenter tous ces projets dans ce financement.
and I have assured him all support from Ghana. Un autre volet non moins important de la coopération a été aussi abordé au cours de cette audience. Il s'agit de l'énergie solaire dont un projet indien existe déjà pour l'Afrique et auquel le Burkina fait partie. Des membres des commissions d'assistance judiciaire du Burkina sont à la recherche de voies et moyens pour harmoniser leurs pratiques. Autour d'un atelier de 48 heures qui a débuté le mardi 12 janvier 2016 à Bobo-Dioulasso, ils devraient par leur contribution permettre désormais l'élaboration d'un guide de procédure. Des détails avec Moussa Sanou sur place à Bobo-Dioulasso. Ils sont tous membres des commissions d'assistance judiciaire. D'autres sont anciens dans les commissions alors que d'autres y font leurs premiers pas. Tous, ils n'ont pas la même compréhension des textes qui régissent leur mission et c'est pour harmoniser les choses en tenant compte des avis des uns et des autres sur l'élaboration d'un guide de procédure que le Fonds d'assistance judiciaire organise cette rencontre. Dès que vous avez une cause qui est défendable devant une juridiction et que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir avoir recours donc, à cette juridiction, vous faites une demande adressée à la commission d'assistance judiciaire pour qu'on s'accorde là-dessus, pour qu'on ne dise pas qu'à Nouna, la commission est beaucoup plus souple qu'à Banfora, ou bien que celle de Banfora est plus rigide que celle de Dori, ainsi de suite. Cette assistance doit concerner tous les domaines, civil, commercial, social, administratif ou encore pénal. L'objectif de cet atelier qui réunit des participants venus de Nouna, Tougan, Banfora, Gawa et Bobo-Dioulasso est donc bien clair. Que tout le monde s'accorde et qu'il n'y ait plus d'inégalité, parce que si l'injustice démarre déjà à partir donc de la détermination de ceux-là qui doivent donc avoir l'assistance judiciaire, je crois que c'est une mauvaise chose. Il fallait donc qu'on se rende compte et qu'on s'accorde en fait là-dessus. Cet atelier est le premier du genre dans le cadre de l'assistance judiciaire au Burkina, financé par le projet de renforcement de la gouvernance politique. Ces résultats sont attendus au ministère en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique. Et puis cette interrogation, comment les politiques de santé et d'éducation impactent-ils les conditions de vie des enfants? Pour répondre à la question, l'UNICEF et l'ISFP, l'Institut supérieur des sciences de la population, ont mené une étude sur le sujet depuis 2014. Les résultats viennent d'être dévoilés à Ouagadougou. Fabrice Nébier, Abdourahmane Zongo pour les détails. Ici à l'ISSP, Institut supérieur des sciences de population de l'Université de Ouagadougou, s'ouvrent des panels scientifiques autour de 8 études. Ces études centrées entre autres sur la santé, la nutrition, la protection et l'éducation des enfants ont été menées en 2014 par l'UNICEF. À présent, il est question pour les panélistes de faire une post-évaluation de ces études. Nous avons organisé ces panels aujourd'hui pour regarder à la loupe donc, les méthodes qui ont été utilisées dans ces études, les résultats auxquels ces études sont parvenues et quelles sont les implications programmatiques majeures qu'il faut retenir dans l'esprit de pouvoir formuler des documents d'orientation, j'allais dire un peu politique, que le politique peut exploiter. L'objectif attendu au final est de formuler des recommandations afin de contribuer davantage à l'édification des droits des enfants. Le Japon a fait un don de près de 50 millions de francs CFA à l'association Budom Songda pour la construction d'une école primaire à Kongoussi dans le BAM. La construction est désormais achevée et la remise du bâtiment est intervenue ce 12 janvier en présence de Salidoussa. Voici 2 nouveaux bâtiments de 6 classes pour désengorger l'école primaire publique du secteur 5 de la ville de Kongoussi. L'œuvre est de l'association Budom Songda qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. À Kongoussi, moi j'ai eu la chance d'être dans une classe de 120 élèves. Je sais que ce n'est pas facile pour un seul enseignant. Donc aujourd'hui, le besoin est pressant pour la commune de Kongoussi. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui du Japon et vient à point nommé. Il y a à peu près 12 ans, l'ambassade a été informée que l'effectif moyen par classe de l'école primaire publique du secteur 5 de la ville de Kongoussi est à peu près 114 élèves. Ce nombre pléthorique dégrade
la condition de l'éducation des enfants. Cela, en tout cas, va contribuer à résorber un tant soit peu le besoin en infrastructures éducatives. D'un coût d'environ 50 millions de francs CFA, cette nouvelle école est déjà fonctionnelle avec 317 élèves. Une école primaire, d'accord, mais aussi des besoins en eau potable comme ceux exprimés ici par les habitants des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. La pénurie d'eau potable est un calvaire pour les habitants, surtout les femmes commises à la corvée eau. À Taptenga, un quartier précaire, de nombreuses bornes fontaines ont été réalisées par l'ONEA, mais les coupures d'eau sont légion. L'enthousiasme du début s'est transformé en désespoir. Olopoda. À Taptenga, la vue de ces récipients sans la moindre goutte d'eau est le signe que la corvée eau est bien plus qu'une réalité. Ces bonnes fontaines qui faisaient tant la fierté des usagers des services d'eau potable ne fonctionnent qu'au compte-gouttes ou même presque pas. Tu peux te lever à 1h, venir t'asseoir ici. À 4h, l'eau là va venir. Vous allez chercher même un baril qu'on ne peut pas gagner. Ça, c'est pas bon. On peut faire au moins 1 semaine, 2 semaines sans avoir d'eau aussi. Ici même, ça vaut mieux. Jusqu'au fond là, il n'y a pas d'eau. On peut faire au moins 1 mois sans avoir l'eau. Avoir un peu d'eau pour les besoins de la famille est la principale préoccupation des femmes. Ici, les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. L'eau est devenue une denrée rare. Nous avons trop de problèmes d'eau dans les non-lotis. Les bonnes fontaines ont été réalisées, mais elles ne fonctionnent pas. Ici, le prix d'une barrique d'eau varie entre 750 et 1500 francs CFA. Il n'y a pas le temps pour causer avec nos maris. Deux fois, on peut préparer à 21h, à 22h. Si on finit de préparer, on soulève notre barrique. C'est le robinet qu'on part se causer. Pour avoir cette source de vie, certaines femmes veillent autour des bonnes fontaines ou sont obligées de parcourir des distances en allant s'approvisionner dans les zones loties. Les plus patientes préfèrent faire le pied de grue autour de ce château d'eau qui peine aussi à satisfaire la demande. Actuellement, les besoins en eau de la population sont largement au-dessus de nos capacités de production. Et c'est ce qui explique que, en temps normal, et comme en temps de forte canicule, on enregistre effectivement des coupures plus ou moins graves dans les différents quartiers. Ces gérants de bonnes fontaines, assis au milieu des barriques et des bidons vides, assistent impuissants à ces coupures d'eau. Ils implorent l'ONEA de voler à leur secours. Très bientôt, nous allons raccorder 36 forages que nous avons réhabilités et qui sont prêts pour effectivement être mis en service. Et ces forages vont nous apporter un volume supplémentaire de 6000 m3 jour. Et ce n'est pas demain la veille, car malgré de nombreuses initiatives prises dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et éducation à l'hygiène en zone périurbaine, obtenir de l'eau dans les quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou demeure un parcours du combattant. Et puis on referme ce journal par la revue de presse. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale et le rapport sur la situation socio-économique et politique du Burundi ont été largement commentés par les quotidiens de ce mercredi. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. À la une des quotidiens de ce 13 janvier 2016, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi titre aujourd'hui au Faso, le nouveau bureau est connu. Le numéro 2 s'appelle Maître Benewende Sankara, précise Notre Temps. Il a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec 122 voix. Comme prévu, nous indique l'observateur Palga, mais dans un esprit de consensus salué par tous, souligne Sidoya. Un bureau somme toute assez équilibré, estime l'Express du Faso, car, dit-il, les forces politiques et la géopolitique ont été respectées, ce qui donnera lieu, d'après le soir, à un contre-pouvoir assez fort et suffisant pour contrebalancer certaines décisions du bureau de l'Assemblée nationale. Les parutions du jour ont également porté un regard sur l'actualité internationale, notamment le rapport sur la situation sociopolitique et économique du Burundi. Dans les colonnes de l'observateur Palga, le rapport révèle que cette ancienne petite colonie belge
avance à pas géant vers le précipice avec une détérioration de la situation et une apparition de groupes armés comme les forces républicaines du Burundi et la résistance pour un état de droit au Burundi. Et le pays de s'interroger, combien de rapports et de morts faudra-t-il encore pour décider la communauté internationale à agir efficacement? Pour le journal, elle aurait tort de croire que le Burundi n'est pas encore dans la situation du pire. En tout état de cause, précise le journal, l'histoire retiendra le rôle et la part de responsabilité de chacun dans le dénouement du drame burundais. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.